Alors, notre conférencière suivante est Barbara Dufour. Alors, je voudrais d'abord vous dire que les étudiants vétérinaires, à la fin de leur cursus, disposent maintenant d'un choix entre une dizaine de spécialisations, depuis une carrière dans l'administration jusqu'à un exercice spécialisé dans le comportement des chiens et des chats. Autrefois, il n'y avait qu'une spécialité, l'exo, qui formait un corps de vétérinaires genre BEPP adapté aux pays dits de l'Union française. Une chanson traditionnelle des écoles vétérinaires apprenait aux bisous, qui chez nous sont des poulots, hein, qu'ils devaient s'incliner devant ces valeureux aventuriers qui choisissaient cette carrière que nous appelions la coloniale. Bon. Ah bon, d'accord. Exit l'Union française, la coloniale, exit l'exo, mais les poulots peuvent tous actuellement s'incliner devant la générosité militante des jeunes agro et vétos qui s'engagent dans cette remarquable ONG que constitue AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, pour faire bénéficier les pays dits du Sud ou du tiers-monde de leurs conférences scientifiques. Vous êtes, chers consoeurs, chère Barbara, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je suis trop près? Trop loin? Bon. Je ne suis pas Johnny Hallyday, excusez-moi. Bon, alors je reprends. Vous êtes, chère consoeur, chère Barbara Dufour, la présidente depuis 2023 de cette ONG, après une carrière au cours de laquelle vous avez brillamment enchaîné médecine vétérinaire rurale, administration, recherche et enseignement. Vous êtes la première vétérinaire à occuper ce poste. Et comme je suis de ceux qui croient encore qu'il y a des sexes et des genres, vous êtes aussi la première femme à occuper ce poste. Votre engagement militant répond aux besoins de ces millions d'hommes, femmes et enfants pour lesquels l'élevage pastoral est souvent une question de survie, en prévention de noyades en Méditerranée ou d'exécution à la frontière Mexique-USA lors de tentatives d'immigration. Et c'est à la fois pour nous parler de cette forme d'élevage extensif qu'il faut absolument soutenir et d'AVSF qui s'y emploie que je vais vous céder la parole. Au préalable, je voudrais saluer Nina, une représentante d'AVSF, que vous pouvez applaudir. Je vous remercie. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à me trouver ici aujourd'hui, d'abord parce que, en tant qu'enseignante, je n'ai pas eu la chance de pouvoir enseigner dans ce magnifique amphithéâtre. J'ai beaucoup de plaisir aussi à venir vous parler d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Notre collègue Christian Dumont a magnifiquement introduit le sujet. Nous avons à AVSF, dont je vais vous dire quelques mots dans un instant, construit il y a maintenant 2 ans, je passe sur le contrôle de Nina, une petite note qui s'appelle Note de positionnement sur l'élevage, que je vous incite à consulter. Elle est sur notre site, mais je vous donnerai l'adresse du site aussi après, qui reprend un peu les raisons qui nous font appuyer les éleveurs des pays du Sud. Alors, les critiques sur l'élevage, on ne va pas les passer toutes en revue, mais vous les connaissez, elles sont très nombreuses. Évidemment, il y a l'impact environnemental qui prend énormément de dimensions aujourd'hui, émissions de gaz à effet de serre, changement d'usage de terre, utilisation d'OGM dans l'alimentation. Tous ces éléments-là, je sais pas si, j'imagine que ce matin, Christophe a dû les entendre, ces arguments, devant l'entrée de l'école. Il y a également des impacts sur la santé qui sont mis en avant, problèmes cardiovasculaires, les cancers, l'intolérance alimentaire. Enfin, tous ces éléments-là également sont très présents dans les discours anti-élevage. Et puis, les risques zoonotiques, très mis en avant à travers la déforestation. On déforeste pour mettre de l'élevage, et donc dans les pays là du Sud, hein, très clairement, et donc on est soumis à la création possible de nouvelles, à l'émergence possible de nouvelles zoonoses. Ça, c'est aussi un discours qu'on entend beaucoup. Et enfin, bien sûr, le grand discours qui fait que beaucoup de jeunes actuellement deviennent, si ce n'est flexi végétariens, mais franchement végétariens pour ne pas dire vegan, c'est l'éthique de l'élevage, le confort, la mise à mort, tous ces éléments-là qui, dans notre société, sont occidentales, là, cette fois-ci, sont quand même assez mal vécus. Alors, on peut répondre à ces critiques point par point. C'est ce que font les scientifiques. C'est souvent nécessaire, mais c'est toujours insuffisant. Et donc, il est important de se poser véritablement la question en termes de légitimité de l'élevage. C'est ce que
beaucoup de gens essayent de faire, c'est ce qu'on va sans doute essayer de faire aujourd'hui, ce qu'on fait aussi à l'Académie d'agriculture de France et dans d'autres instances. Alors, évidemment, la première chose à se rappeler, c'est que quand même, il y a à peu près une personne sur 10 dans le monde qui est éleveur. Elle ne parle même pas des agriculteurs, puisqu'il y en a environ 600 millions d'éleveurs. Donc, c'est beaucoup, hein. Il y en a de moins en moins en France, mais il y en a quand même beaucoup dans le monde. Et rappelons aussi un deuxième point essentiel, c'est qu'il y a environ 3,5 milliards d'hectares qui ne sont pas cultivables sur la planète, sur les 4,5 milliards d'hectares disponibles. Donc, vous voyez que la plupart de la... Alors, je ne dis pas que ces 3,5 milliards d'hectares sont valorisables forcément par l'élevage, mais une partie d'entre eux l'est à l'évidence. Et on ne peut pas cultiver sur ces zones-là. Donc, c'est des points à rappeler au niveau de la population mondiale quand même qui sont assez importants. Évidemment, le premier point, je ne vais pas redire beaucoup moins bien ce que vient de dire notre collègue il y a un instant, mais le premier point, évidemment, c'est la production de cet élevage de produits directement consommables, des œufs, du lait, de la viande. Et dans la viande, la taille des caractères utilisés reflète très clairement les productions mondiales, hein. Volaille, puis porc, puis mouton et chèvre, bovins et dromadaires. C'est ça nos consommations aussi au plan mondial, et sans doute également au plan français. Alors, premier élément de légitimité de l'élevage, notamment dans les pays du Sud, mais pas uniquement dans les pays du Sud, dans nos pays aussi à nous, c'est la liaison avec l'agriculture. L'élevage est consommateur et peut valoriser des résidus agricoles qui sinon ne serviraient pas à grand-chose. Alors, je sais qu'on peut faire des biocarburants, mais c'est souvent pas avec les résidus d'ailleurs qu'on fait les biocarburants, mais avec le produit lui-même. Pour autant, quand on produit de l'alimentation, quand on produit des céréales, il y a des résidus. Ces résidus peuvent être valorisés par l'élevage. Ça, c'est un point extrêmement important dans les pays du Sud, bien sûr, mais aussi dans les pays du Nord. Rappelons que la transformation de la cellulose, seuls certains ruminants peuvent le faire, hein. Et la cellulose, c'est une grande part de la biomasse qui vient de la photosynthèse, hein, quand même. Donc, si on se prive de l'élevage, notamment de l'élevage des ruminants, on va se priver de cette transformation de la cellulose. Voilà. Donc, c'est juste deux éléments, deux focus, ce n'est pas un détail qui vous permettent de se rappeler que l'élevage est absolument indispensable pour la transition agroécologique, chère à tous aujourd'hui et largement portée par tous. Le deuxième point, c'est que la production de la fumure est absolument indispensable à l'amendement. Alors, c'est particulièrement vrai dans les pays du Sud, mais ça redevient vrai dans les pays du Nord. On utilise de plus en plus la fumure naturelle. On l'a beaucoup utilisée, évidemment, pour tout ce qui est volaille et porc, mais on la réutilise plus actuellement en bovin. Et évidemment, c'est essentiel pour l'amendement des sols cultivés. Donc, on voit bien encore cette complémentarité avec l'agriculture. Et enfin, essentiellement dans les pays du Sud, la traction animale, qui est souvent, dans ces pays-là, la seule ressource disponible pour éviter un travail manuel absolument harassant pour les éleveurs, pour les agriculteurs, pour les éleveurs et les agriculteurs. Le point suivant, c'est la capitalisation. L'élevage dans les pays du Sud permet de limiter l'extrême pauvreté parce qu'il apporte des ressources financières indispensables. La capitalisation, elle se fait comme ça. 5 poules à peu près, je vous parle de l'Afrique subsaharienne, c'est égal à un porc. Quand on consomme du porc, il y a des endroits où on en consomme en Afrique, hein. Et 4 porcs, c'est environ un mouton, et puis etc. Et donc, petit à petit, et j'ai été en Zambie récemment pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières. On a très bien vu ça, hein, en Zambie, où les femmes, elles partaient de miel. J'en parlerai pas en détail, mais on les a aidées à produire des ruches pour éloigner les éléphants des cultures, en fait, très simplement. Et en fait, ce miel leur permettait un début de capitalisation. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre elles utilisaient l'argent pour payer des cahiers pour les enfants, pour l'école, et d'autres utilisaient pour acheter des poules, et avec les poules, après, pouvoir acheter un cochon, etc. Donc, ces moyens de capitalisation sont très importants. Et puis, bien sûr, je viens d'en parler, les autres productions sont également extrêmement importantes pour ces pays du Sud qui valorisent évidemment le miel. Nous aussi, on le fait, mais eux, ils le valorisent très directement sous forme de rente, hein. Et puis, la laine, le cuir, etc. Alors, au bilan, finalement, la vraie question, c'est que plutôt que de questionner les systèmes, enfin, plutôt que de questionner l'élevage lui-même, est-ce qu'il ne vaut pas mieux questionner les systèmes d'élevage et leur impact sur l'environnement, hein? Et bon, je pense que nous, à AVSF, il est clair qu'on s'intéresse
c'est aussi ce qu'on a en face de nous, mais on n'a pas que ça en face de nous, hein, mais on s'intéresse essentiellement au pastoralisme qui peut capter du CO2, qui respecte la biodiversité, à ce type d'élevage. Et je vais maintenant vous dire quelques mots de la manière dont on le fait et de qui on est, parce qu'on est quand même aussi l'ONG vétérinaire par définition, hein. Donc, on est une ONG militante, professionnelle et militante au service des agricultures paysannes. Alors, chaque mot compte là-dedans, bien évidemment. Et en fait, notre action, c'est d'essayer d'agir pour la défense des droits paysans et pour leur reconnaissance, à la fois dans le cadre de la transition agroécologique, en aidant à construire des filières durables et équitables, évidemment grâce à l'élevage et la santé animale, qui est un de nos grands volets dans AVSF. Et puis, bien sûr, il nous arrive également d'agir post-crise, hein. Tout ça dans le cadre de l'aide à la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas AVSF qui va changer le climat, hein, on est bien clair, mais on essaye on essaye d'aider les paysans à avoir des pratiques durables et des pratiques vertueuses sur le plan du changement climatique, en préservant la biodiversité. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des ruches contre des éléphants, bah, l'objectif, c'est aussi que cette biodiversité, que finalement les éleveurs n'en soient pas conduits à forcément uniquement tuer les éléphants quand ceux-ci viennent détruire leur culture vivrière, mais qu'on puisse trouver d'autres modes pour que chacun cohabite dans des zones. Et puis, un de nos points forts aussi, c'est l'égalité des chances à la fois pour les femmes et pour les jeunes. Vous comprendrez donc que cette partie-là me tient particulièrement à cœur. Et enfin, nous promouvons la démarche One Health parce que nous la mettons en œuvre, nous la mettons en action sur le terrain très directement depuis déjà pas mal de temps. Et le fait même qu'on s'appelle Agronomes et Vétérinaires sans frontières est déjà en soi un début de démarche One Health. Quelques mots sur AVSF. On a 297 organisations paysannes partenaires sur le terrain parce qu'évidemment, on n'agit pas seul et on ne vient pas avec nos bonnes intentions sur le terrain dire aux gens ce qu'il faut faire, mais on écoute leurs besoins, on essaye de les aider à s'organiser et on fait remonter leurs projets. Il y a environ 800 000 personnes soutenues par AVSF. Je rappelle que sur nos 22, l'an dernier, on a eu 22,6 millions d'euros dans l'ONG, il y en a 88% qui vont directement sur le terrain et qui servent au projet. C'est assez rare dans les organisations et donc on en est très fiers. Et puis, ben voilà un petit peu nos 80 projets de coopération dans les 22 pays dans lesquels on est. Vous voyez, il y a des pays en Afrique, il y a des pays en grande insécurité actuellement, hein, Mali, Burkina Faso, et puis peut-être demain Bénin, Togo, dont on sent gagner par l'insécurité, Équateur, Guatemala, Colombie, pays de grande insécurité, puis des pays un peu plus calmes comme la Namibie, la Mongolie, etc. Vous voyez qu'on intervient également au Laos, au Cambodge, en Irak. Voilà, les pays en jaune sont des pays plus récents. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le Cambodge est en jaune, parce c'est un pays ancien. Voilà un peu, si vous voulez, le cadre d'action d'AVSF. Et qu'est-ce que promeut AVSF en termes d'élevage? On promeut un élevage ancré sur le territoire, ça c'est essentiel pour nous, qui va valoriser l'alimentation locale. On essaye de limiter au maximum les intrants, déjà parce que les éleveurs n'ont pas les moyens de payer ces intrants, et aussi parce que ça les rend dépendants d'autres. Et on essaye d'autonomiser les éleveurs sur le terrain. Voilà, je viens de le dire, limitant les intrants, solidaire avec l'animal. Alors, on ne parle pas dans les pays du Sud de bien-être animal parce qu'on essaierait plutôt de parler de bien-être humain déjà dans ces pays-là. Mais quand même, on s'intéresse aussi à la relation homme-animal qui est d'ailleurs très forte dans certains de ces pays. Et donc, c'est pour ça que la solidarité avec l'animal, c'est un mot qui est important pour nous. Et puis, qui repose bien sûr sur une diversification d'activités, contrairement peut-être aux pays du Nord dans ce domaine-là, où on essaye de rester, les éleveurs, compte tenu des ressources, ont absolument besoin d'être polyvalents et d'avoir un élevage polyvalent. Voilà. Enfin, avec tout ça, on s'intéresse aussi à une génétique locale pour avoir des animaux qui sont un peu résilients aux maladies. On ne peut pas dire qu'ils le soient complètement, mais importer de la génisse Holstein au fin fond du Sénégal, ce n'est pas forcément peut-être la meilleure des choses. Quelques exemples d'intervention dans notre domaine. Un exemple qui vous tiendra à cœur parce qu'il tient justement, il se rapproche, il est sur la santé animale. Vous savez que dans ces pays les plus pauvres, il y a très peu de vétérinaires sur le terrain, donc il n'y avait pas du tout de santé. Et donc nous, on essaye d'améliorer la santé des élevages. Évidemment, la santé des élevages, elle repose d'abord sur des mesures zootechniques. On est bien conscient de ça.
tant qu'il n'y a pas une alimentation à peu près correcte, tant qu'il n'y a pas un logement à peu près correct, enfin, logement, ça ne veut pas forcément dire des bâtiments en dur, hein, ça veut dire des animaux qui sont un peu protégés à certaines périodes de l'année, etc. Tant qu'il n'y a pas une conduite d'élevage à peu près correcte, c'est compliqué. Les problèmes de santé sont présents en permanence et on ne fait que replâtrer des jambes de plâtre, des emplâtres sur des jambes cassées, pardon. Et donc, on s'intéresse surtout à essayer d'améliorer tout ça, mais en apportant quand même de la santé. Et donc, on a créé des auxiliaires communautaires de santé animale qui sont des éleveurs, qui sont choisis par leur communauté. On les forme de manière courte, mais c'est quand même important, 6 à 8 semaines de formation. Il faut bien sûr qu'ils sachent lire et écrire. Dans la plupart des pays, on leur demande un niveau à peu près équivalent au BEPC, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les villages du sud de l'Afrique ou du sud de Madagascar, hein. Et bien sûr, tout ceci se passe en lien avec un vétérinaire de secteur qui, dans la plupart de ces pays, quand ils existent, ne font que vendre des médicaments, malheureusement. Et voilà, les pays d'action. Alors, on a formé des milliers d'AXA à Madagascar, au Cambodge, au Togo, en Zambie. Et au moins à Madagascar et au Cambodge, ces AXA ont été reconnus par l'État. Et on a aussi beaucoup voilà, donc ils améliorent la santé animale avec une gestion aussi raisonnée des médicaments. On essaye aussi de leur apprendre à ne pas utiliser les médicaments n'importe comment, ce qui est quand même aussi en termes de santé publique un point extrêmement important, notamment sur les antibiotiques. Donc, ils sont censés se fournir auprès des vétérinaires qui eux-mêmes sont censés se fournir dans des circuits à peu près corrects pour éviter d'utiliser des soupes aussi qui coûtent très cher et qui posent un certain nombre de problèmes. On a pas mal travaillé avec l'OIE, pardon, l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui a donc été fondée en tant qu'OIE, je le rappelle quand même. L'objectif étant la reconnaissance officielle et l'harmonisation d'un référentiel de formation sur ces AXA. On est encore en train de travailler et on travaille là dans le cadre, non pas de l'AVSF France tout seul, mais dans un cadre dans lequel on est très impliqué aussi, qui est VSFI, c'est-à-dire Vétérinaires sans frontières internationales. Donc, on négocie avec l'OMSA et on va aboutir à quelque chose, hein, c'est très bien parti, voilà, pour rédiger un programme de compétences pour les AXA qu'on pourrait promouvoir au plan international, harmoniser tout ça, parce qu'on n'est pas les seuls à former des AXA, même si c'est nous qui l'avons inventé. Il y a pas mal d'autres ONG qui en forment également et c'est très important de s'harmoniser sur leur formation. Un deuxième exemple d'appui très direct, d'appui à l'agriculture paysanne au sud Cambodge. Alors j'en parle parce que j'ai été au Cambodge pour AVSF en janvier dernier, faire une mission d'évaluation ex post, c'est-à-dire 5 ans après le départ AVSF dans certaines zones, qu'est-ce qui reste de nos actions. Et c'était vraiment passionnant de voir que le Cambodge est un pays émergent, hein, donc c'est plus facile de faire du développement au Cambodge qu'au Nord-Mali actuellement, c'est bien clair. Mais pour autant, c'était vraiment très émouvant de voir que le développement perfusait, c'est-à-dire qu'on a vu aussi des éleveurs qui n'étaient pas nos bénéficiaires et qui appliquaient nos méthodes. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient ah ben parce que le voisin il le fait et puis que lui il a bien plus de 30% d'éclusion de ses œufs, il a 70% d'éclusion d'œufs. Donc nous aussi on s'est dit que mettre des nids c'était peut-être pas mal pour les poules et donc on fait aussi pareil. Et là on se dit que le développement gagne quand on fait ça. Voilà. Donc, on a installé des abris, on a aidé les éleveurs à installer des abris pour les animaux, on a installé des pondoirs avec des incubateurs ou non, des distributions d'une alimentation rationnée. Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais enfin, il y a des plans assez concrets. Tout ça, c'est des photos que j'ai prises moi-même cet hiver. Voilà. Un autre exemple, c'est l'Éthiopie. Par exemple, en Éthiopie, qui n'est pas un pays très facile, hein, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, on essaye d'aider les éleveurs à leur demande à développer une filière élevage au niveau du lait sur des sols qui sont très abîmés. Donc, on essaye déjà de restaurer un peu la fertilité des sols avec de l'élevage notamment. On essaye aussi d'aménager d'aider les éleveurs à moins user, moins éroser les sols végétalisés. On apporte de l'amendement avec l'élevage, voilà. Et enfin, on essaye de réduire les aires pâturées en essayant de produire dans certains coins du fourrage pour le bétail et en contrôlant collectivement la divagation des animaux parce que ça pose énormément de problèmes, notamment pour la production de fourrage. Entre parenthèses, au Cambodge aussi, ils auraient besoin de produire un petit peu de fourrage sur certaines zones également. Voilà, on appuie 4000 familles en Éthiopie. C'est un programme qui a débuté il n'y a pas très très longtemps. Exemple numéro 4, je vais bientôt m'arrêter, je vous rassure sur les exemples, je pourrais en citer en fait 60, mais je vais vous en citer simplement que 4 ou 5.
Et puis, vous voyez, je vais très vite. Mais celui-là, c'est un point important. On a créé des unités pastorales. On a aidé les éleveurs à s'organiser pour créer des unités pastorales, c'est-à-dire se grouper entre eux pour permettre de discuter avec les agriculteurs. Parce qu'il y avait véritablement des conflits très importants dans la zone du Ferlo, notamment, sur l'accès aux ressources entre les éleveurs qui ont besoin d'accéder à des points d'eau, etc., et les agriculteurs. Et s'il n'y a pas un peu de discipline là-dedans, bah, les animaux, quand ils voient des cultures, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bien mangé, évidemment, ils ont tendance à se précipiter dessus, quoi. Donc, on a aménagé les points d'eau, on a renforcé les organisations d'usagers pour la gestion de la ressource en eau, qui est faible dans cette zone, de manière à ce que tout le monde puisse vivre en apportant aux uns et aux autres ce qu'il fallait, de manière à ce que les éleveurs, qui sont pour certains des nomades, beaucoup de nomades dans cette zone et qui ne font pas d'agriculture, puissent aussi apporter de la fumure, apporter un certain nombre de choses aux gens qui sont plus agricoles dans ces zones. Voilà. Avec une gestion des pâturages, enfin, on a essayé on les aide à s'organiser. Voilà, puis je passe sur les unités familiales de méthanisation, ça aussi c'est très intéressant. Grâce à la fumure, on peut produire de l'énergie avec des petites unités de méthanisation, et c'est vraiment très émouvant de voir les gens qui n'avaient rien, qui utilisaient du bois très rare dans cette zone pour faire cuire leurs aliments, etc., pouvoir avoir du gaz et utiliser ce gaz pour les aliments, pour la lumière, etc. Donc c'est assez intéressant aussi. Au bilan, la plupart des actions qu'on entreprend pour l'élevage, et j'ai essayé de vous le montrer très rapidement dans ces exemples, sont de nature multifactorielle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la santé ou que de l'aide à la mise en place à la mise en place de poules ou ce genre de choses. On a quelque chose d'essayer de plus global. Évidemment, on essaye d'appuyer l'alimentation, la conduite d'élevage, etc., la santé, mais aussi l'organisation de la production et la création de filières. C'est quelque chose d'extrêmement important pour que les gens puissent non seulement se nourrir eux-mêmes, mais nourrir également les villes à côté desquelles ils sont. Donc, l'organisation de filières, c'est un point très important pour nous. J'en ai peu parlé, c'est moins mon sujet. Je connais moins ce domaine-là d'AVSF, mais c'est un point très important dans notre travail. Voilà. La plupart des actions qu'on entreprend pour aider l'élevage sont des actions de type One Health. Je ne vous ai pas parlé des caravanes mixtes au Mali, au Nord Mali, parce qu'elles sont en stand-by actuellement pour les raisons que vous imaginez bien. Mais pendant une dizaine d'années, on a eu des caravanes avec une ONG médicale, ADESA, avec des gens qui comprenaient médecins et vétérinaires, ou plus exactement infirmiers et AXA, qui circulaient chez les nomades du Nord Mali, dans la zone de Tombouctou, zone un peu difficile actuellement, et qui se sont arrêtés il y a très peu de temps. Ils se sont arrêtés depuis que la France a été mise dehors du Mali et a décidé d'arrêter son aide directe au Mali. Mais ça a fonctionné pendant toute la zone de conflit pour apporter à la fois de la santé aux éleveurs et de la santé aux animaux. Et ce sont les éleveurs ce sont les médecins qui nous ont dit, ben, écoutez, il faut que vous veniez avec nous, parce que nous, quand on arrive chez les éleveurs nomades là-bas et qu'on vient soigner les gens, ils nous disent, et qu'est-ce que vous faites pour nos bêtes? Parce que si nos bêtes crèvent, nous, on va crever aussi. Donc, vous voyez, cette indissociabilité aussi, une belle action One Health que je ne vous ai pas présentée en détail. Voilà. Donc, on essaie de lutter contre l'antibiorésistance à travers des meilleures pratiques et on lutte également contre le surpâturage, la restauration et la fertilité des sols. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Et puis, pour en savoir plus, il y a une note de positionnement, j'en ai parlé. Et ça, c'est l'adresse du site. Et allez le consulter, hein, vous pouvez rentrer sur ce site directement. Nina est là, d'ailleurs, si vous souhaitez, à la pause pour répondre à toutes vos questions sur AVSF, etc. Et puis, rappelez-vous que vous, vétérinaires, AVSF, c'est aussi votre ONG. Merci.